Avant tout, merci à Zach pour l'organisation et de nous avoir invités. Merci à Shubco et à tous les sponsors. Et surtout, merci à tout le monde qui est là, à toutes et à tous, parce que vous avez la patience et l'énergie d'écouter encore un énième architecte parler de sa science. Promis, je vais moins parler de carbone et plus parler de poésie. Et vous verrez que les choses se raccordent entre elles, parce qu'au final, on ne conçoit pas des machines performantes, on conçoit surtout des abris pour des gens comme vous et nous, qui doivent habiter dedans. Donc la poésie est tout aussi importante que la performance technique d'un bâtiment. Et on le sait tous, pour qu'un bâtiment soit réellement durable, il faut que les gens aient envie de le garder. Donc, juste un petit mot DTACC pour celles et ceux qui ne la connaissent pas. DTACC est une agence d'architecture, d'urbanisme, d'architecture intérieure et de maîtrise d'œuvre d'exécution qui est basée à Paris et à Bordeaux. C'est une agence qui pratique la réhabilitation depuis sa naissance et qui se réhabilite sur elle-même. Moi, je fais partie de la 3e génération d'associés. Donc, on est aujourd'hui 60 collaboratrices et collaborateurs, on est 3 associés, on a 68 ans d'existence et l'agence pratique la réhabilitation par conviction. C'est aussi parce que notre terrain de jeu a toujours été la ville de Paris. D'abord son tissu haussmannien et aujourd'hui de plus en plus son patrimoine du XXe siècle, qui est le vrai challenge de la réhabilitation aujourd'hui. On a réhabilité plus de 2 millions de mètres carrés depuis les années 90. On a d'ailleurs, nous, 3e génération, réhabilité pour la 2e fois 5 bâtiments que nos prédécesseurs ont réhabilités une première fois il y a 30 ans. Donc il y a de la suite dans les idées, il y a de la continuité. Et c'est aussi, et surtout pour nous, la meilleure manière de concevoir une architecture durable, c'est de faire en sorte, durable vient du mot durer, donc c'est un peu basique, on donne de la durée aux bâtiments sur lesquels on travaille. On travaille très peu dans le neuf, je crois que 90% de notre activité, c'est de la réhabilitation, et depuis très longtemps, j'ai entendu des confrères et des consoeurs ce matin, et je les rejoins, dire qu'ils n'ont pas attendu le PLU bioclimatique de la ville de Paris pour se poser les vraies questions. Et c'est vrai que quand on travaille sur le tissu parisien depuis si longtemps, on peut se permettre d'en discuter, on peut même se permettre de challenger les nouvelles normes et les nouveaux règlements d'urbanisme qui sont en train de sortir. Donc la réhabilitation depuis plus de 30 ans, matière première et leitmotiv de l'agence. Alors ces mots que vous voyez au tableau, c'est des mots à la mode aujourd'hui, donc réhabiliter l'existant, transformer, assurer une réversibilité, enrichir les usages, adapter, avoir de l'éthique et de la poésie, d'où le nom de notre conférence, mais aussi le nom de l'agence, la frugalité, le réemploi, tout ça, ce sont des mots, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur l'avenir de l'humanité, l'avenir des ressources, mais je dois avouer que c'est notre outil de travail et c'est notre boîte à outils à l'agence depuis une 30aine d'années. Et encore une fois, c'est parce qu'on s'est saisi du sujet assez tôt. Alors moi, ça ne fait pas 30 ans que je suis à l'agence, évidemment, mais je me suis inscrit dans une conviction et dans une manière de faire, dans une méthode d'essayer de conserver le maximum du bâti sur lequel on travaille. Et je vais juste parler de 2 mots. L'amplification parce que c'est notre méthode principale de travail à l'agence. Alors évidemment, quand on travaille sur un bâtiment existant, on passe toujours par un audit et par une analyse de l'existant. Dans notre cas, l'analyse va plus loin qu'un simple audit technique ou visuel, puisqu'on essaye de dégager les points faibles, de dégager les points forts, on corrige les points faibles et on amplifie les points forts. Alors, c'est peut-être facile à dire comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Mais l'intérêt d'une méthode comme celle-ci, c'est qu'on intervient strictement là où c'est nécessaire. On met l'argent là où il se voit, tout simplement. On évite de noyer l'argent dans les ouvrages techniques ou les ouvrages de gros œuvres. Et on se concentre sur ce qui améliore réellement la vie des gens qui vont utiliser les bâtiments par la suite. Parce qu'au final, le plus important, ça reste ça pour nous. Donc ce n'est pas une machine, c'est un abri pour des humains, d'où l'intérêt de parler de poésie beaucoup plus que technique, même si les deux vont de pair. Et le deuxième mot dont je voulais parler, c'est la frugalité. Et c'est juste pour annoncer ce qui va suivre après, c'est que la frugalité, c'est un des leviers aujourd'hui
pour essayer de décarboner le bâtiment. Mais la frugalité mal maîtrisée peut produire du moche. Et le moche donne des bâtiments dans lesquels personne n'a envie de vivre, personne n'a envie de préserver. Donc, je ne suis pas certain qu'être constamment frugal, ou en tout cas de ne pas maîtriser la frugalité, je ne suis pas certain qu'en ayant coché tous les marqueurs et les meilleures notes, je ne suis pas certain que c'est un synonyme d'une architecture réussie. Il y a quelques années, je suis tombé sur un numéro du New York Times Magazine qui parlait de l'impact de toutes les activités humaines sur la planète, que ce soit le transport, la construction, les sciences, la nourriture, l'agriculture, etc. Et ce que vous voyez en tout petit ici, « The only solution, try everything », la seule solution, tout essayer. C'est comme une sorte d'injonction à innover à tout prix et à tout raser de ce qu'on fait et de ne penser qu'en termes d'innovation. L'innovation n'a de sens que lorsqu'elle assure un vrai progrès et qu'elle améliore la vie des gens. Donc c'est pour ça que je ne suis pas certain, et même dans notre manière de faire, on n'a pas tendance à jeter à la poubelle tout ce qu'on a fait avant, à se remettre constamment en question. On se remet constamment en question, mais il y a quand même des fondamentaux importants dans la pratique de l'architecture qu'on a l'impression qui ont été oubliés. Alors, pour parler rapidement de la réhabilitation de l'existant, donc en effet, c'est un acte indispensable et urgent, et tout le monde s'en saisit aujourd'hui parce que les ressources de la planète ne sont pas interminables. Donc évidemment, on commence par préserver. Dans tous nos projets, on est à plus de 80% de préservation de la structure existante, ce qui réduit la dette carbone de à peu près 30% par rapport à une construction neuve. On essaie d'avoir un minimum de 15% de réemploi, et le frein n'est pas architectural. On ne manque pas d'idées, mais le frein aujourd'hui est assurantiel. Donc il faut suivre, il faut que la technique, il faut que les réglementations suivent les idées qu'ingénieurs et architectes peuvent avoir pour nous donner les moyens justement de réemployer le maximum. Une fois qu'on a préservé, on adapte, donc on ajoute des usages, on ajoute une capacité à résister au temps. Et comme je vous ai dit, on a réhabilité des bâtiments que l'agence a déjà réhabilités une première fois. Donc quand on mesure leur cycle de vie, ils étaient là 100 ans avant qu'on intervienne dessus. On leur a donné la première fois 30 ans de vie et on leur redonne aujourd'hui plus que 30 ans de vie parce qu'on fait les choses encore différemment par rapport à nos prédécesseurs. Et une fois qu'on a adapté, on transmet. C'est pour ça que durable, ça veut dire dur dans le temps, donc plus 30 à 40% de durée de vie. Et évidemment, quand on retravaille sur le tissu urbain et on évite l'étalement, ça augmente la valeur des bâtiments, parce qu'on sait très bien, et Anouk Legendre en a parlé ce matin, c'est qu'il y a une équation économique quand même qui est extrêmement importante, et on ne peut pas faire de la réhabilitation et du réemploi si derrière on n'a pas la capacité économique de le faire, et si les maîtres d'ouvrage ne sont pas prêts à payer le prix, tout simplement. Donc le bon sens avant le dogme et le bon matériau au bon endroit. Nous ne sommes pas pour le tout géosourcé, nous ne sommes pas pour le tout biosourcé, nous sommes pour la juste réponse au bon endroit. Et la juste réponse en réhabilitation, elle est obligatoire parce que c'est la science du prototype. Il n'y a aucun projet qui ressemble à un autre, on ne peut pas appliquer de recettes, c'est tout aussi complexe que la construction d'un avion de chasse, mais on ne le fait qu'une seule fois. Donc on se doit d'être précis dans le travail qu'on fait, et on se doit de se poser les bonnes questions et pas forcément toujours appliquer des recettes. Un petit focus sur les façades, parce que c'est quand même le thème général de la conférence. On a toujours tendance à regarder la façade à travers sa dimension technique. Donc c'est une enveloppe thermique, c'est une enveloppe acoustique, et par le bilan carbone, et par les tests, et par tous les calculs que nos amis ingénieurs font, on essaye de mesurer la vertu de nos façades. Alors c'est extrêmement important, et c'est évident que c'est un travail qui est à faire, mais on ne peut pas se limiter à ça. Et la façade ne joue pas qu'un rôle d'enveloppe technique. En fait, la façade a une dimension poétique. Et c'est là où je reviens au thème de la conférence, c'est qu'elle participe à la composition, à l'intégration urbaine, elle crée un rapport à l'environnement, elle favorise ou pas la relation entre l'intérieur et l'extérieur, elle crée un filtre visuel, et il y a encore une dizaine de points que je peux mettre à ce sujet. Et si je commence par exemple par la composition et l'intégration urbaine, là c'est un des projets qu'on a réalisé à la rue Marbeuf à Paris,
qui est une petite rue perpendiculaire, enfin une grande rue perpendiculaire aux Champs-Élysées. Et notre bâtiment en question, c'est le bâtiment blanc que vous voyez ici, qui est un bâtiment qui ressemble à ça, à gauche. Donc c'est un bâtiment des années 70, avec une composition complètement verticale, et qui vient déconnecter complètement la séquence de la rue. Donc quand on regarde les éléments qui composent la rue, donc le socle commercial en rouge, l'entresol avec le petit trait bleu, le corps de bâtiment jaune et ensuite le couronnement, on voit que notre bâtiment s'en fiche royalement, en tout cas le bâtiment existant. Donc le rôle d'une façade n'est pas seulement d'assurer un abri pour les gens, mais c'est aussi de recomposer une rue. Et dans notre travail sur la façade, on a retravaillé donc un socle dans la continuité du socle commercial, on a marqué notre entresol, on a un corps de bâtiment et ensuite on a un couronnement. C'est un bâtiment qu'on a livré en 2014. Donc les sujets de réemploi, de réhabilitation, de décarbonation, les sujets ne se posaient pas. Mais c'est un projet où on a extrêmement peu démoli. Du coup, à partir du moment où on a extrêmement peu démoli, on peut se permettre quelques incartades avec la façade. C'est un bâtiment qui est orienté plein ouest, et pour ramener le maximum de lumière à l'intérieur du bâtiment, on a des brise-soleil verticaux sérigraphiés en blanc, de manière à ce que quand le soleil se couche le soir, il ramène plus de lumière à l'intérieur du bâtiment, et du coup, on utilise moins la lumière artificielle. Je vois que le temps court, je vais essayer d'aller encore plus vite. Et donc la façade dans sa dimension phoétique, donc filtre visuel, rapport à l'environnement intérieur-extérieur, ce sont des schémas qu'on a d'ailleurs présentés hier lors d'un concours qu'on fait avec un bureau d'études de façade ami qui s'appelle Arcora, qui est présent dans la salle. Et en fait, aujourd'hui, tous les ingénieurs nous disent en fait, il faut rajouter de la masse, il ne faut pas tout vitrer. Oui, mais en même temps, ce cas-là, ce bâtiment-là, est dans un très grand parc complètement arboré qu'on est en train d'améliorer, de valoriser. Et quand on fait la coupe du cône de vision d'une personne assise à son bureau, elle ne voit jamais son environnement. Donc moi, je veux bien ne pas vitrer, mais pour nous, et pour moi en particulier, une des raisons majeures de la durabilité d'un bâtiment, c'est ce qu'il offre à ses occupants. Donc, on a quand même insisté dans la discussion et on a trouvé des solutions pour considérer que le fait de vitrer la façade jusqu'au sol, ça permettait au regard de s'échapper et d'établir un rapport visuel entre les personnes à l'intérieur et l'environnement proche, végétalisé du bâtiment. Je vais vous montrer quelques projets où tout ce que je viens de dire et toute cette boîte à outils avec les mots que vous avez vus en premier ont guidé notre travail tout au long de la conception et évidemment de la réalisation, parce qu'en réhabilitation lourde, quand on a réhabilité plus de 2 millions de mètres carrés, on se doit aussi non seulement de dessiner et de concevoir, mais aussi de faire. Donc on a suivi nos projets jusqu'à la fin avec notre équipe de maîtrise d'œuvre d'exécution. Donc un premier projet, alors je montre ce projet-là, qui a été livré en 2019, conçu en 2016, donc c'est un IGH, à Paris, en face de la gare de Lyon. C'est la tour iBox qu'on a faite pour Gessina. C'est un bâtiment des années 70, avec sa façade des années 70 dans toute sa splendeur extrêmement amiantée, avec cet urbanisme de dalle, avec un socle horizontal et un objet qui est posé dessus, et sans aucun rapport avec son environnement immédiat. Donc tout le travail qu'on a fait dans ce projet, c'était d'abord de re-questionner le rapport à la rue. On passe d'un socle hermétique à un socle complètement ouvert. Donc on rajoute des usages et on adapte le bâtiment à sa transition. On supprime toute la technique qui est sur les dalles et en toiture et on la passe en sous-sol. On détermine aussi un potentiel de constructibilité complémentaire et on vient ensuite végétaliser l'ensemble de la surface du bâti, et le tout dans un IGH. Toutes les itérations de façade, ça c'est le tiers des itérations de façade qu'on a faites, parce que là aussi, le sujet était extrêmement technique, extrêmement complexe, puisque c'est un IGH, donc on a eu plusieurs essais avant d'arriver à la bonne réponse. Et la bonne réponse a été de dire que les gens n'aiment pas les tours à Paris, donc on va tricher le regard, on va donner l'impression que c'est un bâtiment qui a 7 niveaux au lieu de 17, et on a travaillé un registre 2 niveaux sur 2, et en même temps, ça assure le C+D dont on a besoin dans un bâtiment IGH.
Et ensuite, on a construit une petite extension en partie arrière que vous voyez ici, parce que là aussi, pour pouvoir faire de la réhabilitation, il faut que l'équation économique tourne, et pour qu'elle tourne, il faut de la densification. Donc, concevoir de la réhabilitation et de ne pas toucher à l'existant sans donner la possibilité de densifier, il faut vraiment s'accrocher pour trouver les moyens de se le payer. Donc, adaptation, densification, enrichissement des usages, réversibilité, on a ouvert la tour à la ville, on a augmenté sa chronotopie parce qu'elle contient plusieurs ERP, et cette tour, elle peut fonctionner en fait 24 heures sur 24 heures, parce qu'il y a une cafétéria, il y a un restaurant, il y a un business center, il y a un restaurant sur le toit, et la toiture terrasse de la tour est également ERP. Donc, une vision de l'extension qu'on a conçue. Je passe rapidement parce que le temps tourne. Et l'élément poétique majeur de la tour, c'est la toiture végétalisée. Alors, dans tous nos projets, et tous nos consoeurs et nos confrères végétalisent leurs bâtiments. Le sujet sur lequel on a beaucoup travaillé sur cette tour-là, c'est de faire en sorte qu'on ne voit que la végétation éparie quand on est sur le toit de cette tour. Donc, c'est passé par un travail extrêmement fin sur l'intégration de la technique, et d'où l'intérêt du rapport entre les ingénieurs et les architectes pour comprendre que tout doit être au service de l'architecture qui elle-même est au service des humains qui occupent les lieux. Un autre projet, alors celui-là, il est en cours de chantier, c'est un ancien parking, ça ressemble à ça, avant travaux. Et l'intérêt de ce projet-là, et j'en discutais d'ailleurs avec EOC, qui est notre partenaire bureau d'études façade sur ce bâtiment-là, on en discutait tout juste. On me disait, en fait, finalement, le choix de la façade biosourcée que vous avez mis sur le bâtiment, c'est parce que le client a choisi le BBCA. En fait, c'est l'inverse. C'est que ce bâtiment-là se trouve en cœur d'îlot, entouré de copropriétaires de logements. Le choix initial a été de dire on veut humaniser un bâtiment qui était construit pour la voiture et le rendre aux humains. Et justement rendre la vision de ce bâtiment depuis la copropriété beaucoup plus agréable. Donc le choix d'utiliser une façade complètement biosourcée, donc une façade, un mur rideau à ossature bois, avec un remplissage entre les ossatures avec de la vraie brique, donc ce n'est pas du parement, c'est de la vraie brique maçonnée. Ce choix-là était un choix avant tout architectural. Et donc ça donne, on passe d'un bâtiment bétonné de la voiture à un bâtiment qui est complètement conçu pour les humains, avec une façade donc, qui est complètement biosourcée et géosourcée, mais ce n'était pas une fin en soi, c'est un moyen pour atteindre un objectif. Voilà, quelques autres vues. La végétalisation, évidemment, des toitures. Et finalement, les copropriétaires sont très contents parce qu'ils ont une vision sur un bâtiment en bois complètement végétalisé. Ce projet, je le montre parce que c'est un petit clin d'œil à nos amis de Choucault, parce que les façades sont Choucault, celui d'avant d'ailleurs aussi c'est Choucault, mais c'est un des bâtiments que l'agence avait déjà réhabilité une première fois dans les années 90 et qu'on a réhabilité, nous, une deuxième fois et qu'on a livré en 2015. Donc c'est un bâtiment avec une façade mur-rideau côté cour, dans une cour qui est quand même assez petite. C'est une façade qui avait des allèges pleines, tout était noir. C'était assez marqué années 90 et il n'y avait pas de lumière qui rentrait dans les plateaux. Donc on est passé de ça à ça. La complexité, c'était qu'on avait des vitrages courbes et toute la façade était par flamme. Donc les matériaux biosourcés pour une façade qui doit être obligatoirement par flamme, c'est un peu compliqué. Donc c'est une façade en aluminium, mais on a travaillé de manière à ce qu'elle soit 100% vitrée pour que le maximum de lumière rentre dans cette cour qui est un peu petite. La photo est tirée, je vous rassure. Voilà, quelques photos du couronnement du bâtiment, là aussi avec une végétalisation assez importante. Très peu de démolition, on n'a quasiment rien touché. On a complètement transformé le fonctionnement du bâtiment en déplaçant un seul ascenseur, ou plutôt en supprimant un seul ascenseur, et en retravaillant l'ensemble de l'enveloppe et de la 5e façade du bâtiment. Un autre exemple, place Rio de Janeiro. Dans une ancienne cour et un bâtiment qui était en V, on a construit une extension complètement réversible. Donc c'est une structure mixte métal et bois, mais qui à terme, dans 50 ans ou dans 100 ans, si on veut la démolir et retrouver la configuration d'origine du bâtiment, on peut le faire. C'est une double peau avec une façade sérigraphiée en miroir qui est très dense en partie haute pour protéger du soleil. Et plus on descend vers le fond de la cour, plus elle devient transparente pour que la lumière
rentre. Donc là aussi, le choix des matériaux géosourcés et biosourcés et du mode constructif, c'est plutôt un moyen d'atteindre un objectif de respect de l'existant et d'offrir des conditions de travail agréables pour les gens qui sont dans le bâtiment. Voilà, je passe. Alors, parfois, il faut aussi admettre de démolir, ça c'est le toit du même bâtiment, pour retrouver une respiration sur la ville et un rapport avec tout notre entourage. Et tout à droite, là, il y a le parc Monceau, donc c'était important de créer cette respiration-là. Un autre bâtiment aussi, je termine par celui-là, c'est un bâtiment rue Pierre-Charon. J'ai essayé de vous montrer différentes typologies et différentes époques de bâtiments. Ce bâtiment-là, c'est un bâtiment haussmannien. Ce sont d'ailleurs 2 bâtiments haussmanniens qui avaient une toiture complètement hétérogène. Et on a conservé évidemment la majorité de l'existant, et on a construit un couronnement, donc 100% en structure bois. Alors le bon matériau au bon endroit, parce que quand on est au niveau des charpentes parisiennes qui sont toutes en bois, ça paraît tout à fait logique de continuer cette structure-là et de se raccorder à l'histoire. Et cette serre agricole, qui est aussi un espace événementiel, on a travaillé aussi la structure bois dedans, et on aurait pu faire une serre toute simple, mais il y a une petite part de poésie dans la forme et le travail sur le bois, et le fait que le bois devienne un élément non seulement structurel, mais aussi sculptural à l'intérieur de l'espace. Donc, un bâtiment est durable avant tout lorsque les gens ont envie de le préserver. Donc, le bilan de carbone est un instrument qui mesure la vertu, il est extrêmement important, mais il ne faut pas oublier dans cette urgence climatique dans laquelle tous on se trouve, il ne faut pas oublier le plaisir du métier qu'on fait, on construit pour les gens, et donc ce plaisir-là, il doit se ressentir dans notre travail, et ce qui fait une architecture réussie, c'est tout ce qu'on ne peut pas mesurer, tout ce qu'on ne peut pas quantifier, et c'est ça qui crée une architecture à l'épreuve du temps, parce qu'elle abrite les corps des gens, mais en même temps, elle doit abriter leurs rêves, leurs souvenirs et leurs réussites. Merci.